Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le bois et la construction durable. Je me présente, Tiffaine Guenec, je suis ingénieure environnement à FCBA. FCBA, c'est l'Institut technologique forêt cellulose bois construction ameublement, donc un centre technique industriel au service de la filière bois. Le sujet qui va nous occuper pendant l'heure à venir, c'est la future réglementation environnementale qu'on appelle la RE 2020 et quels sont les outils à votre disposition pour répondre à ces exigences réglementaires. Donc pour ce webinaire, deux intervenants. Alors tout d'abord, Juliette Maquet, qui est également ingénieure environnement à FCBA, qui va vous présenter le contexte normatif et réglementaire de la RE 2020 et des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et puis, deuxième intervenant, François Privat, ingénieur environnement également à FCBA, mais également chef de projet sur l'outil configurateur DE Bois, qui vous en parlera plus spécifiquement et qui vous présentera les réponses que vous avez à votre disposition pour répondre à ce contexte normatif et réglementaire. Juste avant de laisser la parole à Juliette, un petit point logistique. Donc, vous avez à votre disposition un petit bouton questions et réponses. Vous pouvez donc formuler vos questions au fur et à mesure des interventions. Je les regrouperai par sujet, par thématique, et nous prendrons donc ensemble un temps pour y répondre à la fin des deux présentations. Les micros sont coupés, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions par ce biais. Je vais maintenant laisser la parole à Juliette, donc, qui va vous présenter le contexte normatif et réglementaire de la RE 2020. Alors bonjour à tous, donc comme Tiffaine vient de le dire, nous allons commencer par un petit tour d'horizon du contexte normatif et réglementaire dans lequel intervient la future réglementation environnementale 2020 et l'élaboration des FDES, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc tout d'abord, en 2015 est signé l'accord de Paris. C'est le premier accord universel sur le climat. Les pays signataires s'engagent à réduire leur émission de gaz à effet de serre afin de contenir l'augmentation de température moyenne en deçà de 2 degrés. Donc, en même temps, en France, est votée la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte afin d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Et donc, pour atteindre ces objectifs, la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, est créée en 2015, puis est révisée en 2018 afin de renforcer ses objectifs. Donc, dans cette loi relative à la transition énergétique, nous pouvons relever deux objectifs principaux. Le premier concerne les émissions de gaz à effet de serre, avec comme objectif d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Donc, qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? Donc, c'est le fait de trouver un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et entre l'absorption de ces derniers, donc par les terres au sens large et par les produits bois. Donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux puisque notamment lors de la première rédaction en 2015 de la stratégie, cet objectif était de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de 90. Et lors de la révision de 2018, on a augmenté cet objectif en divisant par 6 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des objectifs vraiment importants. Et de plus, comme on peut le voir sur le graphique sur la droite de l'écran, donc en 2015, on est bien loin d'atteindre cet équilibre entre les émissions qui correspondent à la partie positive et les absorptions représentées par la partie verte. De plus, à travers ce graphique, on voit également que donc, en 2050, lorsque l'objectif sera atteint et que les émissions seront égales aux absorptions, on peut voir que c'est surtout le secteur des bâtiments et des transports qui vont devoir
qui représente plus de la moitié de l'effort à fournir pour atteindre cette neutralité carbone. Donc, concernant le secteur du bâtiment, donc le secteur qui nous intéresse, voilà, c'est un de ces secteurs-là qui va devoir fournir le plus d'efforts. Ensuite, un deuxième objectif notable de cette loi relative à la transition énergétique concerne la consommation d'énergie primaire fossile, avec l'objectif de diminuer de 40% les consommations d'ici 2030 par rapport à nos consommations de 2012. Donc c'est à nouveau un objectif important, mais pas inaccessible pour autant. Donc maintenant, si l'on se refocalise sur le secteur du bâtiment, donc qui est quand même le secteur qui nous intéresse. Donc en France, le secteur du bâtiment représente environ 45% de la consommation énergétique nationale et environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on se rend bien compte que le secteur du bâtiment a un rôle primordial à jouer dans l'atteinte des objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique. Donc, pour cela, le secteur s'engage de deux manières. Donc, tout d'abord, il va devoir rénover son parc existant afin de diminuer les consommations d'énergie finale, avec notamment l'objectif d'atteindre une consommation moyenne de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et il s'engage également à augmenter la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs, donc des futures constructions. Donc, à savoir, actuellement, c'est la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012, qui établit les exigences à respecter lors de la construction d'un bâtiment, mais ça, vous devez sûrement le savoir. Et donc, pour répondre aux objectifs notamment des accords de Paris, une nouvelle réglementation est en cours d'élaboration. Donc, c'est la réglementation environnementale 2020. Et afin de préparer cette future réglementation, une expérimentation a été lancée en 2016, donc l'expérimentation E+C-, et donc qui vise à tester en grandeur réelle de nouveaux niveaux d'ambition et des questions de faisabilité économique. Donc, si l'on se focalise maintenant sur cette expérimentation E+C-, donc cette expérimentation est composée d'un triptyque avec un référentiel, un label et un observatoire. Donc, le référentiel qui permet d'évaluer sur une base commune les différents projets qui verront le jour au cours de cette expérimentation, puis d'un label qui va permettre de valoriser ces projets pilotes et ce label a aussi pour vocation de devenir la future réglementation environnementale 2020. D'ailleurs, je ne voulais peut-être pas préciser, mais cette future réglementation environnementale, donc la publication des textes réglementaires est prévue pour fin d'année 2020 et début d'année 2021, avec une entrée en vigueur durant l'été 2021. Et enfin, donc le dernier élément de notre triptyque, qui est l'observatoire, qui va permettre de capitaliser les données issues des différents projets et puis ainsi de concevoir une réglementation réaliste qui permettra d'atteindre les objectifs fixés par la loi en rapport à la transition environnementale et ainsi d'accompagner au mieux les acteurs de la construction lors de l'entrée en vigueur de l'ARE 2020. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails du label E+C-, il est composé conjointement d'un niveau énergie et d'un niveau carbone. Le niveau énergie est composé de deux seuils de performance basés sur l'indicateur BPOS, donc bâtiment à énergie positive. Et quant au niveau carbone, il est composé de deux niveaux de performance. Et pour calculer ces niveaux de performance, il va falloir évoluer les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et les émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements. Donc, pour calculer ces deux indicateurs, on utilise des données environnementales qui sont disponibles dans les FDS, donc dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Ces données environnementales, elles peuvent être soit spécifiques,
Donc, dans ce cas-là, elles sont issues des FDES individuelles, collectives ou sur mesure. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur la définition de ces termes. Donc, ces données-là, elles sont disponibles sur la base IGNES qui regroupe l'ensemble des FDES pour les produits de construction. Et concernant les produits bois, on peut aussi les retrouver sur le catalogue bois construction ou alors sur le configurateur DE Bois dont François vous parlera par la suite. Donc, si ces données spécifiques ne sont pas disponibles, alors le ministère de l'écologie et du logement met à disposition des données génériques, mais donc du fait qu'elles soient génériques, elles sont extrêmement pénalisantes. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé d'utiliser plutôt des données spécifiques. Et ces données génériques sont également disponibles sur la base IGNES. Donc les FDS maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire sont un document normalisé, enregistré et vérifié de manière indépendante. Ces fiches présentent les impacts environnementaux et présentent aussi des informations sanitaires. Donc, ces fiches sont également présente les résultats sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, ça peut être son incinération, son recyclage ou sa mise en décharge. Alors, les FDS, comment c'est fait? Alors, tout d'abord, la première étape, ça commence par une collecte de données. C'est-à-dire qu'un fabricant de produit va souhaiter faire la FDS pour son produit. Donc, tout un jeu de données va lui être demandé. Donc, par exemple, la consommation d'électricité pour produire son produit, quelles matières premières il utilise, d'où viennent ces matières premières, quelles sont les distances de transport entre l'usine et le chantier, etc. Donc, une fois que l'ensemble de ces données est collecté, la civiste, donc la personne qui réalise les FDES, va pouvoir réaliser la modélisation du produit sur l'ensemble du cycle de vie, puis en tirer les résultats. Ces résultats seront alors inscrits dans la FDES et un rapport d'accompagnement sera de plus aussi rédigé. Donc, ces documents seront ensuite envoyés en vérification, où un vérificateur externe va vérifier que les données prises en compte, la modélisation est cohérente et que rien n'a été oublié. Si aucune remarque n'est faite de la part du vérificateur, alors la FDS peut être mise sous IGNES. Et si le vérificateur, par contre, a remarqué quelques problèmes, alors la modélisation va être revue. Puis la FDS sera à nouveau envoyée en vérification et mise sous IGNES si les résultats sont validés. Donc, pour avoir un ordre d'idée, l'ensemble de ces étapes prend en général entre 4 et 6 mois de travail. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, il existe différents types de FDES. Donc, tout d'abord, les FDES individuels. Donc, elles portent sur un produit fabriqué par un seul industriel. Donc, par exemple, un fabricant de fenêtres va vouloir faire la FDS pour son produit. Donc, les données utilisées seront donc propres à ce produit et à son entreprise. Donc, toutes les données que j'ai citées précédemment, donc les données d'électricité, de consommation d'électricité, de matières premières, etc., elles seront vraiment propres à son produit. Et la FDS ne concernera que son produit. Elle ne pourra pas être utilisée pour d'autres produits, même s'ils sont similaires. Au contraire, il existe aussi les FDS collectives qui, elles, du coup, vont porter sur un même produit type fabriqué par plusieurs industriels. Donc, par exemple, ça peut être à nouveau des fenêtres. Et donc, les données, elles, vont être collectées, du coup, dans les différentes entreprises fabriquant ce produit type. Et ensuite, des moyennes, du coup, seront calculées par rapport à ces données.
Donc, une fois que cette FDS collective sera publiée, elle pourra être utilisée par d'autres fabricants de ce même produit à une condition que le produit respecte le cadre de validité. Donc, le cadre de validité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lors de la modélisation, l'ACViste a relevé des paramètres influents, donc qui impactaient fortement les résultats lors de la modélisation. Et donc, par exemple, si on reprend notre exemple de la fenêtre, ça peut être l'épaisseur des montants ou le type de vitrage utilisé. Et donc, dans le cadre de validité, il sera spécifié que la FDS peut être utilisée pour un produit dont ces paramètres-là sont bien spécifiques. Donc, par exemple, une épaisseur de montant compris entre tant et tant de millimètres et tel type de vitrage. Et enfin, le dernier type de FDS est la FDS sur mesure issue d'un configurateur. Et François vous en reparlera un peu plus spécifiquement par la suite. Donc maintenant, les FDS, à quoi ça sert? Donc comme on l'a vu précédemment, tout d'abord à une échelle bâtiment, les FDS sont utiles, ils sont même nécessaires pour le label E+C- et donc pour la future réglementation environnementale 2020. Cependant, elles sont déjà utilisées depuis de nombreuses années pour toutes les démarches volontaires de certification, comme la certification HQE ou BREEAM. Et à une échelle davantage située à une échelle produit, les FDS sont utilisés par les fabricants qui veulent promouvoir le côté éco-conception de leurs produits. Et de plus, avec le décret de 2014 qui impose l'utilisation de FDES si le fabricant souhaite communiquer sur les aspects environnementaux de leurs produits. Donc, on voit un passage progressif d'une démarche volontaire vers des démarches réglementaires, avec à terme même une utilisation obligatoire avec l'ARE 2020. Donc, je vais maintenant laisser la parole à François, qui va vous présenter les outils de la filière bois pour répondre à cette RE 2020. Là, normalement, vous devez voir mon écran. Ça doit être OK. Donc, bonjour à tous, François Privat. Je vais maintenant vous présenter comment la filière bois construction répond à ce contexte normatif et réglementaire. Alors déjà, au niveau des FDES traditionnels, collectifs ou individuels, il existe aujourd'hui un grand nombre de FDES collectifs, puisqu'il en existe 70, pour les produits bois. Au niveau de la structure, on va retrouver des FDES sur les panneaux CLT, des FDES sur les murs ossature bois, sur le bois d'ossature, sur les charpentes traditionnelles, avec différents niveaux de complexité de la charpente, sur les charpentes industrielles de type fermette également, sur les poutres en I avec différents matériaux utilisés pour l'âme de la poutre, et également pour les produits en bois lamellé que sont les poutres ou les colonnes en lamellé. Ensuite, du côté de la menuiserie, on va retrouver des FDES collectives sur les fenêtres et porte-fenêtres bois et bois aluminium, avec différentes densités ou types de vitrage. Densité, je voulais dire essence ou type de vitrage. On va retrouver également de la même façon des FDES de porte extérieure en bois ou en bois aluminium, des blocs-portes, des trappes de visite, des volets, des escaliers. Du côté des revêtements, on va retrouver à la fois des FDES de revêtement extérieur, bardage, platelage, et des FDES de revêtement intérieur, parquet et lambris. Et enfin, du côté des panneaux, on va retrouver 15 FDES de panneaux de process, donc deux types d'OSB différents, 7 types de panneaux de fibres différents et 6 types de panneaux de particules différents, ainsi que 7 types de panneaux contreplaqués. Donc au final, on voit bien qu'il y a une majorité de FDES collectives qui ont été demandées et financées par le CODIFAB, qui est le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, et qui ont été réalisées par FCBA, donc depuis le début des années 2000 en gros.
Il existe également un grand nombre de FDES individuels qui vont soit permettre de compléter sur certaines familles de produits déjà couvertes par des FDES collectives, soit qui vont apporter des nouvelles familles de produits, comme par exemple tout ce qui est panneaux isolants thermiques ou acoustiques. Alors maintenant, on peut se poser la question, si on a autant de FDES traditionnels, pourquoi un configurateur de FDES? Il faut savoir que les FDES traditionnels présentent certaines limites. Si on les place sur un double axe de spécificité par rapport, enfin de représentativité, on va dire, par rapport aux impacts réels des produits et de coûts également, on va voir qu'à une extrémité, on a les FDES individuels qui sont effectivement les plus représentatifs possibles, mais qui coûtent cher. L'ordre de grandeur, c'est quelques kilos à une dizaine de kilos euros par FDES. À l'autre extrémité, on va retrouver effectivement les FDES collectives qui vont effectivement coûter moins cher si on prend en compte l'étendue des produits qu'elles permettent de couvrir. Mais par contre, comme l'a dit Juliette, on est limité pour les FDES collectifs par le cadre de validité qui va faire que les impacts déclarés dans ces FDES se situent à environ 70% de ceux du couple produit-fabricant couvert le plus impactant. Donc dans certains cas, on sera gagnant, mais dans la majorité des cas, on sera perdant par rapport aux impacts réels du produit qu'on souhaite couvrir. Donc, du fait de ces limitations, FCBA a développé pour le Codifab le configurateur DE Bois qui permet de modéliser à partir, à partir des modélisations réalisées pour les FDES collectives, de générer à la demande des FDES sur mesure qui vont avoir le juste niveau de représentativité, c'est-à-dire qui vont être adaptés à un produit et éventuellement à un industriel, avec deux modes de fonctionnement distincts. Alors, on va voir maintenant comment s'inscrivent ces deux modes de fonctionnement parmi les FDES traditionnels. Les FDES collectives vont permettre d'obtenir une information générale pour les acteurs de la construction sur une famille de produits bois construction donnés. Et de cette façon, les fabricants vont pouvoir, de façon collective, communiquer auprès de ces acteurs de la construction et vont également pouvoir respecter la réglementation sur les allégations environnementales dont parlait Juliette. Donc, ils vont pouvoir communiquer sur l'environnement quand ils vont commercialiser leurs produits, dès lors qu'ils sont couverts par les FDES collectives. Ensuite, on a le mode DE Bois FDES produit type. Donc, ce mode va permettre d'obtenir une FDES collective plus spécifique, c'est-à-dire pour un chantier donné, un produit donné dans un chantier donné. Et donc, potentiellement, ça va être meilleur au niveau des résultats par rapport à la FDES collective. Et ça va permettre de pouvoir être utilisé dans les labels construction durable, dans le label E+C-, la RE 2020, etc. Ensuite, on a le mode DE Bois FDES individuel qui est plutôt dédié aux fabricants et qui va pouvoir permettre à ceux-ci de se positionner par rapport à la moyenne nationale, de mieux connaître l'influence des différents paramètres et de chercher à les améliorer en interne sur les consommations d'énergie, sur les approvisionnements. Et enfin, si la démarche est bénéfique sur les résultats, de chercher à se différencier en affichant ces résultats positifs. Et enfin, les FDES individuels conservent tout de même leur intérêt dans la mesure où DE Bois ne va pas permettre forcément de couvrir tous les produits particuliers des différentes entreprises. Donc, les FDES individuels vont pouvoir jouer le même rôle que le mode FDES individuel de DE Bois dans le cas où un produit n'est pas couvert. Alors, on va maintenant voir en quoi les deux modes de fonctionnement se différencient. Bon, ça on l'a déjà dit, mais le mode de produit type est plutôt destiné aux prescripteurs et le mode FDES individuel plutôt destiné aux fabricants, même si on a pu voir déjà certaines exceptions à ce principe. Les paramètres sensibles modifiables sont différents. Dans le mode FDES produit type, le prescripteur va pouvoir modifier les caractéristiques du produit et le contexte du bâtiment. En complément, le mode FDES individuel va permettre aux fabricants de modifier les conditions de fabrication du produit. En termes de conditions d'utilisation, on a également une petite différence dans la mesure où
Le mode F2S produit type va générer des F2S qui vont être directement pré-vérifiés du fait des démarches qu'on aura menées en interne avant de publier l'interface. Alors que le mode de F2S individuel va nécessiter une légère vérification complémentaire qui est imposée par le programme INIES. En termes de coût d'utilisation, enfin, le mode F2S produit type est gratuit et le mode F2S individuel est payant avec des tarifs qui s'échelonnent de 150 € pour une fiche à 3 000 € pour un abonnement illimité en nombre de fiches sur une période d'1 an. Si on ajoute les frais de vérification complémentaire dont je viens de parler, ainsi que les frais d'enregistrement sur la base INIES, on est à un coût total d'environ 500 à 800 € par FDES. Et donc par rapport à une FDES traditionnelle, l'intérêt de DE Bois est assez clair puisqu'on diminue d'un facteur 10 à 20 par rapport à une FDES individuelle traditionnelle le coût total de la fiche. Alors, je vais maintenant vous donner quelques exemples de paramètres sensibles modifiables sur 3 familles de produits que sont les murs ossature bois, les produits en bois lamellé et les panneaux CLT. Donc déjà, ces paramètres sensibles, comme l'a dit Juliette, proviennent des études qu'on a fait auparavant sur les FDES collectives. Alors, on va distinguer, comme je l'évoquais, les paramètres sensibles qui sont à la fois modifiables en mode FDES produit type et en mode individuel. Et dans cette famille-là, on va retrouver les paramètres qui sont propres au produit, c'est-à-dire dans notre exemple des murs ossature bois, ça va être l'essence, la dimension des montants, le type et l'épaisseur du panneau de contreventement, la masse de quincaillerie, les quantités de par flux et de par vapeur. Ensuite, pour les paramètres propres au bâtiment, on va retrouver la distance de transport jusqu'au chantier, ainsi que les consommations d'énergie et d'accessoires pour poser le produit sur le chantier. Et enfin, on va retrouver dans les paramètres sensibles supplémentaires qui sont modifiables uniquement en mode individuel, les distances d'approvisionnement, donc les paramètres de fabrication, et ça concerne du coup les distances d'approvisionnement des matières premières, les rendements matières et les consommations d'énergie sur le site de fabrication du produit. Alors concernant le paramètre de l'origine des bois, celui-ci, on le voit ici, est modifiable généralement, uniquement en mode individuel, à l'exception des panneaux CLT pour lesquels il est également dès aujourd'hui modifiable en mode produit type. Et puis il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une discussion pour éventuellement généraliser cela aux autres familles de produits. Alors concrètement, comment ça marche? Donc, une fois qu'on a réalisé une FDS collective et qu'on a identifié les paramètres importants, on crée une interface sur DE Bois pour la famille de produits concernés et on va permettre à l'utilisateur de modifier l'ensemble des paramètres importants avec les 2 modes de fonctionnement qu'on vient de décrire. Donc l'utilisateur, qu'il soit prescripteur ou fabricant, c'est assez simple, il va saisir ses paramètres et puis DE Bois va lui générer une FDS configurée. Et ensuite, s'il est plutôt prescripteur et qu'il a plutôt utilisé le mode produit type, il va pouvoir importer sa FDES dans les logiciels d'ACV bâtiment et l'utiliser grâce à la pré-vérification. Il va pouvoir l'utiliser directement dans les certifications construction durable et dans le label E+C- et demain dans la future RE 2020. Et si c'est plutôt un fabricant qui a utilisé le mode donc individuel, il va pouvoir, à la suite d'une légère vérification complémentaire, importer sa fiche dans la base INIES en direct. Et ensuite, les acteurs, les prescripteurs, les acteurs de la construction, les entreprises générales vont pouvoir utiliser cette FDES au travers du web service qui est fourni par la base INIES. Alors, on va passer tout de suite à une petite démonstration. Voilà, quand on arrive sur DE Bois, on arrive sur cette page d'accueil-là, où on doit en premier lieu choisir notre famille de produits. Donc là, on va choisir les murs ossature bois, qui sont la famille de produits la plus utilisée aujourd'hui sur DE Bois. Et donc, la deuxième étape, c'est de choisir le mode de fonctionnement.
Là, on va choisir le mode produit type, par exemple. Donc là, on nous demande le nom de la configuration, qui peut être le nom du chantier, ou si on est en mode individuel, ça peut être le nom du produit en particulier. Et là, on va retrouver les paramètres que je viens de vous évoquer, donc tout ce qui est essence pour les montants d'ossature, largeur des montants d'ossature, etc., etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, le formulaire pour saisir les paramètres est organisé en différents onglets qui suivent en fait le cycle de vie du produit. Donc ça permet de se retrouver assez facilement dans la démarche. Donc on arrive maintenant aux paramètres sensibles qui concernent l'approvisionnement. Donc comme je l'ai dit, ces paramètres ne sont pas modifiables en mode produit type pour le mur ossature bois. Par contre, là, si je change d'onglet et que j'arrive sur le formulaire qui correspond au mode individuel, on voit bien qu'on peut modifier à la fois l'origine des bois, les distances de transport des différents composants. Ensuite, on arrive à la production en usine des murs. Donc ici, on va avoir quelques paramètres sur les quantités de pare-pluie, la quincaillerie, etc. Alors qu'en mode individuel, on aura également la quantité d'électricité consommée. Donc, on continue le cycle de vie, on arrive à l'étape de construction sur le chantier. Donc déjà, on peut spécifier la distance de transport entre le fabricant et le chantier, et puis ensuite, on peut spécifier les énergies et puis les accessoires pour l'installation. Ensuite, on arrive à l'étape d'utilisation, donc pour laquelle en fait, on n'a pas de paramètres modifiables dans cet exemple-là. Et enfin, on arrive sur la dernière page du formulaire où on nous spécifie du coup le scénario de fin de vie qui est considéré, même si celui-ci n'est pas modifiable, il est fixé à l'échelle nationale par FCBA. Et enfin, on va pouvoir soumettre le formulaire de façon à lancer le calcul. Alors là, c'est bien indiqué que ça prend 2 minutes, donc c'est le temps d'aller boire un café. En fait, pourquoi ça prend 2 minutes? C'est que contrairement à d'autres configurateurs qui sont disponibles sur le marché, le configurateur DE Bois est en lien direct avec un logiciel d'analyse de cycle de vie. Et donc, tous les calculs sont automatiquement refaits, quoi. Et au bout de 2 minutes, on arrive sur cette page de résultats sur laquelle on va pouvoir choisir, on va pouvoir télécharger la FDES en format PDF ou en format XML. Donc voilà, la FDES en format PDF, c'est une FDES qui ressemble à une FDS traditionnelle, sauf que évidemment toutes les rubriques et tous les résultats sont paramétrés, sont modifiés en fonction des paramètres. Et enfin, le fichier XML va permettre soit d'importer dans les logiciels ACV bâtiment, soit d'importer dans Ignes selon le mode de fonctionnement choisi. Voilà pour la démonstration. Maintenant, je vais évoquer avec vous où on en est du développement des interfaces pour les différentes familles de produits. Donc actuellement, on a 6 interfaces qui sont opérationnelles, les murs ossature bois, les panneaux CLT, les charpentes traditionnelles et industrielles, les poutres en bois lamellé, les poutres en I, les fenêtres et porte-fenêtres en bois. Et on a également 3 interfaces qui sont soit en développement, soit en vérification. Donc les planchers, les fenêtres et porte-fenêtres en bois aluminium et les portes extérieures. Et en fonction des demandes des organisations professionnelles, d'autres interfaces sont en discussion actuellement pour être ajoutées, notamment tout ce qui est bardage, panneaux de process ou de contreplaqué, porte intérieure, escalier, etc. Enfin, une dernière slide pour vous donner quelques statistiques sur l'utilisation de DE Bois. Donc, DE Bois a été lancé début 2016. On est aujourd'hui à 850 utilisateurs. En gros, on a 30 inscriptions par mois en moyenne en 2020 et avec une progression d'année en année. Et au niveau des configurations calculées, on est aujourd'hui à 1850 configurations avec en moyenne 72 configurations par mois sur 2020. Et pareil, une progression constante d'année en année.
Et on pense qu'avec, on va dire, la démocratisation des démarches plus c'est moins, et puis demain l'obligation réglementaire de faire les calculs carbone pour la RE 2020, DE Bois va être mis à contribution de manière importante. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Tiffaine qui va pouvoir dresser quelques conclusions et quelques perspectives à tous ces travaux. Voilà, donc vous avez eu donc la présentation de Juliette qui vous a alerté sur, si ce n'était déjà le cas, sur l'importance de ce contexte réglementaire et sociétal qui est très engageant pour l'environnement. On l'a vu avec un facteur 6 pour arriver à la neutralité carbone, l'ARE 2020 qui va bientôt en 2021 être voilà, votre quotidien. François vous a présenté donc les solutions pour répondre à ce contexte. Donc, vous avez à votre disposition, vous l'avez vu, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont collectives pour certains produits, individuelles pour les produits qui ne sont pas couvertes par des collectives, et également configurable donc, sur l'outil DE Bois dont François vous a fait la présentation. Donc ces FDES, comme l'a rappelé Juliette, donc si elles ne sont pas disponibles sur la base INES pour votre produit, à ce moment-là, les acteurs qui font les ACV bâtiments utilisent ce qu'on appelle des données environnementales par défaut, donc qui sont très pénalisantes, ce qui est pour inciter en fait les acteurs du bois construction à avoir des FDES sur leurs produits. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, nous proposons également une formation construction durable, dont je vous ai mis le lien. Donc, dans cette formation, on aborde plus spécifiquement ce que vous pouvez retrouver dans les FDES, c'est-à-dire, là, on a parlé de l'indicateur changement climatique, qui est l'indicateur donc qui correspond au C de E plus C-. Il y a également d'autres indicateurs, comment vous pouvez valoriser les FDES dans votre entreprise. Et également, dans cette formation est abordé un peu plus spécifiquement tous les labels bâtiments qu'a évoqué également Juliette, et comment les FDES s'intègrent dans ces labels bâtiments. Je vous ai également mis donc mon contact. Donc avec mes coordonnées, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires sur le sujet. Voilà, on peut aussi vous accompagner pour réaliser vos FDES individuels si vous êtes dans un marché qui n'est pas couvert par une FDES collective, ou si vous souhaitez voilà, vous différencier sur ce domaine. Merci à tous pour votre participation.